Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Oui, très chers téléspectateurs de la RTNC 3, la chaîne institutionnelle, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Politique et Société. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons pour vous un grand monsieur. Il répond au nom de Justin Kabongo Tonsala. Monsieur Kabongo Justin Tonsala, il est le président de l'association africaine contre la corruption, également président du collège des technocrates, une structure créée après l'élection de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et qui accompagne ses actions. Et Justin Kabongo Tonsala est également expert en finances publiques. Mesdames et messieurs, sa présentation n'est pas encore terminée. Nous disons également il est inspecteur des finances émérite. Justin Kabongo, pour clore notre présentation, il est également auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la lutte contre la corruption et la lutte acharnée contre la corruption, publiée il y a peu. D'entrée de jeu, mesdames et messieurs, nous allons droit au but pour dire à monsieur Justin Kabongo Tonsala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Justin Kabongo, nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes président de l'association africaine contre la corruption, inspecteur de finances émérite et aussi auteur de plusieurs ouvrages. L'actualité oblige monsieur Justin Kabongo Tonsala. Il y a 70 ans que l'Afrique, de manière générale, et plus particulièrement la République démocratique du Congo, a accédé à son indépendance 63 ans après. Selon vous, quel est l'aperçu que vous pouvez faire 63 ans, voulais-je dire, après l'indépendance de la République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, vous me posez une question pertinente, très pertinente et aussi difficile. Mais on va essayer de voir un peu en diagonale d'où vient notre République et quelle est la situation de notre République après plus de 65 ans, 70 ans pour les autres pays africains qui sont concernés par notre débat d'aujourd'hui. Okay. Vous vous rappellerez que l'Afrique est partie de sa découverte par le navigateur Livingstone, qui après cette découverte, les politiques sont entrés là-dedans. Stanley a repris intelligemment le contrôle de notre pays et il a installé un système d'esclavage sauvage qui, des années durant, il a exploité nos richesses, notamment le caoutchouc. C'était dans une période de développement de l'industrialisation en Europe et il ne pouvait pas se développer sans le caoutchouc qui a permis de produire les pneus, etc. Et les autres produits des ressources naturelles, les cafés, tout ça ont été sauvagement exportés vers l'Europe pour leur propre économie en laissant nos peuples dans la pauvreté. Et après l'esclavagisme, ils ont fatigué et puis finalement ils ont laissé le pays au roi Léopold II, qui lui a continué avec le colonialisme, et un colonialisme meurtrier.
Ils ont détruit toutes nos valeurs ancestrales, ils ont détruit toutes nos cultures, toutes nos valeurs, les empires de nos aïeux, ils ont tout détruit pour nous amener dans ce qu'ils ont appelé leur civilisation ailleurs. Et cette civilisation est accompagnée d'une sorte de sauvagerie. Hein? Ils ont tué nos peuples, ils ont massacré nos peuples pour leurs propres intérêts. Ils ont exporté tout ce qu'ils ont pu trouver, nos produits, tout ça, exporter, faire une économie extractive, donc dirigée vers l'extérieur et en laissant le pays pauvre. La preuve est que, fatigués de nous avoir suffisamment exploités, mais ils étaient obligés de nous laisser. L'indépendance devait venir parce que la France, de l'autre côté, De Gaulle est venu même sur Brazzaville ici prononcer la liberté. Et ceci a attiré l'attention des colonialistes belges qui ne pouvaient pas s'attendre à ce que le Congo soit un jour indépendant. Ils ont vu dans les alentours, l'Angleterre avait déjà formé les Nkrumah dans de grandes universités. La France avait formé les Senghor dans de grandes universités. Ils étaient même des ministres dans le gouvernement français, les parlementaires dans les parlements anglais, alors que la Belgique n'avait rien fait des Congolais. Pour preuve, ils ont attendu 1956 pour créer la première université dans ce pays ici. Et c'est l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa, à 6 ans de l'indépendance. Parce qu'ils étaient acculés, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils étaient obligés de nous donner l'indépendance. C'est ainsi que, sachant ce qu'ils avaient fait, sachant dans quelles conditions ils laissaient le pays, ils avaient dit avant l'indépendance égale après l'indépendance. Parce qu'ils savaient qu'ils n'ont rien fait et on nous donne une indépendance fictive tout en sachant qu'ils vont revenir pour contrôler, à gérer, à dominer, à exploiter nos richesses naturelles parce que nous n'avons pas formé les gens qui pouvaient prendre les relèves de l'administration du pays. Donc vous soutenez la thèse? Je soutiens cette thèse-là parce que c'est très vrai. Et cette thèse-là, l'indépendance est égale après l'indépendance. Exactement, c'est la même chose aujourd'hui. Et ça, je confirme davantage parce que la déclaration de ce Belge-là n'était pas faite au hasard. Il s'est inspiré à la charte de l'impérialisme qui avait été négociée à Washington, qui a été signée à Yalta par toutes les grandes puissances coloniales, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique ont signé cette charte-là. Et je vais vous faire part de quelques dispositions de cette charte au cours de notre discussion. C'est dans cette philosophie-là, c'est dans l'application stricto sensu de cette charte-là que la plupart, si pas tous les pays africains, sinon les pays du tiers-monde, en particulier notre propre pays, les pays voisins comme l'Angola, comme la République du Congo et les autres, subissent en fait les mêmes volonté des colonialistes appliquant leur charte de l'impérialisme, je précise. Alors, c'est ainsi que pour répondre à votre question, vous voyez comment, d'une manière assez schématique, nous sommes arrivés à la situation d'aujourd'hui. Donc, notre situation d'aujourd'hui n'est pas encore différente de ce que nous avons hérité par la volonté de ces colonialistes qui continuent le néocolonialisme dans l'exploitation de nos richesses du sol, du sous-sol et des richesses pétrolières et hydrauliques. Donc nous sommes encore une fois
dans le spectre de la néocolonialisme qui continue jusqu'à présent. Et dans ces spectres-là, Monsieur Justin Kabongo, quels sont les modes de pratique qu'utilisent ces colonialistes? Ça, c'est très bien, mon cher ami, c'est très bien parce que le mode de pratique qu'ils utilisent, ça ressort de leur charte. Et je pense que pour éclairer l'opinion, je parle de la charte, que l'opinion sache quelle a été la devise de la charte de l'impérialisme qui est appliquée jusqu'à aujourd'hui. En si peu de temps, je préfère rappeler à nos auditeurs le contenu de la charte de l'impérialisme qui se poursuit jusqu'à maintenant, parce que nous en parlons, mais qu'ils sachent quelle a été la devise de voir le contenu de tous ces amis-là qui continuent à nous dominer, à nous diriger jusqu'à ce moment ici. Ce qui fait que la guerre que nous subissons à l'est de notre pays ou dans l'est de notre pays, ce n'est pas une guerre contre notre pays voisin. C'est un petit oiseau qui est venu grigner sur nos maïs qu'on peut facilement écraser. Mais celui qui est derrière, c'est celui qui nous combat. Notre plus grand ennemi, c'est celui qui a lancé cette devise. Je vais vous lire ça. Allez-y. La devise contenue dans la charte de l'impérialisme dit ceci. 1. Gouverner le monde. Contrôler les richesses de la planète. Notre politique de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Voilà la devise du colonialitaire. En grosso modo, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre en ce qui concerne les devises que vous venez de relever là? C'est très simple. La devise ici, elle est simple à comprendre. L'essentiel de toutes ces puissances, de tous ces pays d'Europe, les Amériques, le Canada, la France, la Belgique, tous les autres pays occidentaux d'une manière générale, savent très bien que sans l'Afrique, et particulièrement sans la République démocratique du Congo et l'Angola avec son diamant, la RCA, etc., ces pays d'Europe savent très bien que ils ne peuvent pas eux-mêmes survivre chez eux sans la même mise sur nos richesses du sol, du sous-sol, nos richesses hydroélectriques, nos richesses pétrolières. Et s'ils n'ont pas le contrôle sur nos pays, c'est leur suicide. Donc leur survie, c'est dominer les pays d'Afrique, dominer la République démocratique du Congo, s'aimer le chaos, s'aimer le désordre, s'aimer les troubles, s'aimer les guerres. Comme ça, ils ont un espace pour venir s'installer, profiter de cette anarchie pour continuer davantage à exploiter nos richesses comme ils l'ont fait pendant 100 ans du colonialisme. Donc nous pouvons dire que l'instabilité dans l'Est, l'agression par les ennemis de la République et puis l'insécurité grandissante qui vit notre pays aujourd'hui, 63 ans après, profite aux colonialistes.
C'est l'objectif. C'est leur objectif. Toute leur politique est axée sur l'exploitation de nos richesses. Un point, un trait. Nous pouvons faire tout. Et comment est-ce qu'ils pratiquent? La pratique, ils ont dit, diviser pour régner. Créer le chaos dans nos pays, créer les guerres, créer les troubles. On déplace les populations autochtones de leur terre pour les remplacer par les ennemis qui leur facilitent l'accès à l'exploitation de nos richesses. Voilà la méthode qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui. Ainsi dire, si nous pouvons enchaîner pour entrer sur l'interventionnisme des pays qui servent de couloir pour pouvoir entrer sur notre territoire. C'est ce que nous appelons communément aujourd'hui la guerre dans l'Est de la République. Mais ces pays-là n'agissent pas directement. Vous ne verrez pas le militaire anglais, vous ne verrez pas le militaire français. S'ils sont là-dedans, ils viennent sous forme de mercenariat. Mais sinon, ils utilisent nos propres frères. Comme le chef de l'État ne cesse de dire que les Rwandais sont nos frères. Ils utilisent nos frères, ils arment nos frères, ils leur donnent des munitions, ils leur donnent de l'argent, ils forment des militaires de l'autre côté pour venir nous attaquer. Et ainsi, vous voyez, un pays comme le Rwanda, je l'appelle un pays parce que géographiquement, historiquement, on l'appelle le pays, mais c'est un petit territoire. Imaginez-vous un petit territoire comme le Rwanda, qui a la dimension d'une commune de la ville de Kinshasa, ébranler tout un éléphant. Vous vous imaginez, est-ce que c'est possible? C'est pas possible, M. Justin Kabongo Salamé. Que doit faire l'élite congolaise pour faire face à tout ce problème? Je vais arriver avec vous pour vous dire qu'il ne faut pas voir le Rwanda, il ne faut pas voir l'Ouganda. Ce sont les petits pays à nos frontières qui servent de couloir pour permettre aux ennemis de venir nous envahir, nous exploiter. Mais ces ennemis qui viennent nous exploiter, ils ne viennent pas eux-mêmes directement avec les forces. Ils arment ces pays voisins pour venir nous attaquer. Ça, c'est sur l'attaque militaire. Mais il y a aussi ceux qui viennent exploiter, ils viennent avec leurs capitaux, ils viennent avec leur argent. C'est qui? Ce sont des grandes sociétés multinationales financières. Et je vais vous dire que sur 117 sociétés multinationales identifiées jusqu'à un certain moment, 85 de ces sociétés, leurs capitaux représentant 85% de leurs investissements reviennent aux sociétés canadiennes. Les Américains viennent avec 5%, l'Australie vient avec 17%. Mais l'essentiel du financement des sociétés multinationales qui sont venus chez nous, qui opèrent dans notre territoire, dans le Bukavu, 85% d'investissements viennent des sociétés multinationales canadiennes qui sont cotées dans la bourse de Toronto au Canada. Et je vais vous dire que ces sociétés-là, dans l'application de leur charte,
la charte qu'ils ont signée. Toutes ces sociétés qui viennent exploiter chez nous, qui viennent encourager les divisions de nos peuples pour s'entraider, EMA contre les Nanda. Tout ça c'est provoqué par ces sociétés-là. Ce sont eux qui provoquent ça, qu'il y ait ces troubles et on déplace les populations autochtones, on les tue, on les massacre et on en fait ce qu'on veut et ainsi eux viennent facilement s'exploiter. Mais ils utilisent sur le terrain les forces que nous disons, les forces rebelles, des groupes rebelles issus de notre territoire qui agissent en complicité avec ces étrangers, qui assurent à ces sociétés multinationales installées chez nous la sécurité de leurs investissements. Tu comprends l'enjeu? Ils utilisent les nôtres qui sont complices pour le peu d'argent qu'on leur donne pour tuer leurs propres frères et laisser la place à ces puissances étrangères d'installer leur société pour venir exploiter nos ressources. Encore une fois, ils utilisent ces voisins qui facilitent l'exportation ou la sortie frauduleuse de nos matières sur leur propre territoire. Vous comprendrez qu'un jour, on annonce que le Rwanda est exportateur du cobalt. Il faut quand même imaginer où est-ce que le Rwanda a eu le cobalt pour y devenir exportateur du cobalt. Son sol. Dans son sous-sol. Parce que le Rwanda a un sous-sol qui produit le cobalt. Mais il est en frontière avec la République du Congo. Mais il est en frontière, ça ne veut pas dire que sur son sol, il y a du cobalt. Le Rwanda n'a rien. Ah bon? C'est un pays à 1000 collines. C'est un pays qui est à 1000. Il n'a pas de cobalt sur son sol. Il n'exploite pas le cobalt sur son sol. Mais monsieur Justin Kabongo, lorsque l'élite congolaise ne sait pas prendre conscience, lorsque les acteurs politiques, sociopolitiques participent à ce que vous avez relevé comme pratique des Occidentaux ou encore de l'impérialiste, mais que voulez-vous que ces gens fassent lorsque les Congolais eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils doivent faire pour développer ce pays? Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant compris ce que vous venez de dire là, il nous a appelés tous à l'unité. Selon vous, est-ce que cet appel, jusqu'à ce jour, a sa place? Cet appel, est-ce que les Congolais ont compris le sens que le chef de l'État avait lancé pour que, ensemble, derrière lui, nous puissions faire face à tous ces problèmes que vous venez d'énumérer? Mon cher ami, mon cher frère, je suis très profondément choqué. Vous parlez des Congolais. Non, ce n'est pas tous les Congolais. J'ai dit que il y a une fraction d'individus congolais qui sont les traîtres, qui participent à l'action de la traîtrise contre leur propre pays. Imaginez-vous que le Rwanda, en 1996, crée un groupe rebelle qui, financé par les étrangers, à travers le Rwanda, on devait choisir un Congolais pour diriger ce groupe rebelle, pour venir déstabiliser le pouvoir établi ici de Mobutu. Par qui? Par les Américains. Ce sont eux qui ont financé, qui ont formé à travers le Rwanda, parce que ils ne voulaient plus de Mobutu au Zaïre. Pourquoi? Parce que la guerre froide est terminée et l'ambassadrice des États-Unis, Madame Mélis, est allée elle-même
signifier à Mobutu que votre pouvoir est fini, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez partir. On avait besoin de vous pour éviter l'introduction du communisme en Afrique centrale. Maintenant que la guerre froide est finie, ton rôle est terminé. Mais pour chasser Mobutu, on a pu faire appel au Rwanda, former nos militaires à partir du Rwanda, les armées, l'argent, tout cela pour venir jusqu'ici et faire partir Mobutu. Donc tu comprends le jeu. Ceci dit, la situation, comme vous dites, elle est grave. Elle est encore très grave. Pourquoi? Parce que ceux qui combattent contre notre propre pays aujourd'hui, ce n'est pas simplement le Rwanda, je dis bien, ce n'est pas l'Ouganda, ce sont les petits pays utilisés comme ombrage, comme parapluie, pour venir détruire notre pays. Vous comprenez? Alors, mais pour venir détruire notre pays, ces puissances-là, ces étrangers-là, ont besoin des propres fils de ce pays-ci. Et ce sont ces propres fils de ce pays-ci, épris par la recherche de l'argent, qui vont accepter ce sale boulot de participer à l'action de l'ennemi pour déstabiliser leur propre pays. Je reviens à l'appel du chef de l'État, un appel patriotique. Il appelait tout le monde, même ceux qui sont engagés dans la lutte à côté de l'ennemi, qu'ils comprennent que l'ennemi partira. Le Congo, c'est une puissance. Le peuple congolais va s'unir, va devenir une puissance. Le président américain, le président des États-Unis, en réunissant un sommet de 49 États membres africains appelés à Washington entre le 13 et le 15 décembre de 22, a dit ceci. Le président américain, à l'ouverture de ce sommet, il a dit une déclaration assez forte. Je vais rapidement vous le lire. Voilà. Il dit ceci. L'Afrique a ce pays chanteur firme même critique clé. C'est dans la bouche de l'actuel président des États-Unis d'Amérique. Monsieur Joe Biden. Monsieur Joe Biden. Il dit que l'Afrique est un acteur géopolitique clé. Et il dit ceci. Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Le monde entier réussit. C'est le président des États-Unis qui déclare haut et fort devant 49 chefs d'État africains réunis autour d'une table comme des écoliers à Washington. Allez-y comprendre. Cette déclaration est trop forte. Et moi, je dis ceci. Comment est-ce possible que les États-Unis d'Amérique, par leur président, aujourd'hui, il dit que l'Afrique j'ai dit tout à l'heure, que l'Afrique est un acteur géopolitique clé.
Et il dit que l'Afrique, si l'Afrique réussit, c'est le monde qui réussit. Ouais. Notamment les États-Unis et autres. Mais vous comprenez que c'est de l'hypocrisie. Comment l'hypocrisie? C'est de l'hypocrisie des États-Unis devant 49 chefs d'État africains, les chefs du gouvernement à Washington. Et alors, qu'est-ce que vous avez compris? Mais moi, je dis que c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, pourquoi? J'affirme et je confirme que c'est de l'hypocrisie. Parce que comment voulez-vous que les mêmes États-Unis qui sont la source de tous les conflits qui déchirent le tiers-monde, qui déchirent l'Afrique, particulièrement l'Afrique centrale et notre propre pays. Ce sont les États-Unis qui financent toutes ces forces, qui financent le Rwanda, qui financent les forces ougandaises pour venir nous déstabiliser. Mais ce sont les mêmes États-Unis qui déclarent devant nos chefs d'État que l'Afrique va sauver le monde. Allez-y comprendre que les États-Unis, à la base de la destruction, des guerres, des troubles, des massacres, de l'insécurité et de l'instabilité. L'insécurité, l'instabilité de nos institutions, les mêmes États-Unis, devant les chefs d'État réunis, ils disent que vous allez sauver le monde. C'est incroyable. Et comment voulez-vous aussi que je parle de l'hypocrisie? Là, j'y vais. Les États-Unis réunissent ces chefs d'État. Nous sommes 54 pays indépendants. Ils invitent 49. Ils excluent les autres pays. Ils excluent le Burkina Faso. Ils excluent le Mali. Ils excluent la RCA. Ils excluent le Niger et tout ça. Pourquoi ils ont exclu ces 5 pays-là? S'ils veulent coopérer avec l'Afrique dans son ensemble, aider l'Afrique dans son ensemble, ils ont exclu les 5 autres pays. Pourquoi? Et pour vous, pourquoi ils les ont exclus? Mais c'est clair. C'est parce que ces pays se sont rendus compte que le néocolonialisme a suffi. La poursuite de l'exploitation de leurs richesses continue à travers ces pays, notamment la France. Ils se sont rebellés contre la France, ils ne veulent plus de la France dans leur propre pays, la France étant membre de la charte de l'impérialisme, et on a exclu ces pays pour devenir les 49 qui semblent s'obéir à leur diktat. Et comment voulez-vous aussi, 49 pays, vous leur promettez 15 milliards de dollars pour leur développement? Ils sont 49. Vous allez partir ces petits milliards-là dans chaque pays comment? Par rapport à quoi? À quel programme? C'est encore une fois, et j'ai dit que le réveil des pays occidentaux aujourd'hui n'est autre chose que la peur du rapprochement de l'Afrique, la peur de rapprochement de l'Afrique centrale, la peur de rapprochement de la grande République du Congo avec ses ressources multiples vers l'Asie, vers la Chine, et ainsi les États-Unis craignent perdre leur hégémonie sur cette Afrique. C'est ainsi qu'ils se précipitent maintenant en courant derrière des petits accords de coopération qui n'apportent rien et qui sont soumis d'ailleurs à des conditions sine qua non qu'on ne peut pas accepter. Et dans tout ça, ça prouve que la guerre qui nous est imposée n'est pas simplement une guerre qui vient du Rwanda ou de l'Ouganda, c'est une guerre qui vient des puissances d'argent. Et n'oubliez pas que dans tout ça, tous les pays voisins et nombreux des pays d'Afrique
cohabitent politiquement avec ceux qui nous perturbent, avec ceux qui nous attaquent. Parce que tous ces minéraux, toutes ces ressources qu'on extrait frauduleusement de notre territoire transitent par les pays voisins. Non pas simplement le Rwanda seul, pas simplement le Ghana seul. Les autres pays voisins ici profitent du trafic frauduleux de nos pays, de nos richesses, sur leur propre territoire pour être vendus à l'extérieur. Et s'ils étaient honnêtes avec notre pays, ils auraient pu fermer les barrières à ces exploitants, à ces vautours qui viennent piller nos biens. Voilà encore une fois la guerre que le Congo, notre pays, conduit. C'est une guerre, il se bat seul contre un monstre à plusieurs têtes. Très bien. La République démocratique du Congo se bat seule contre un monstre à plusieurs têtes, dit M. Justin Kabongo. Tout ça là. Oui. Mais M. Justin Kabongo, que doit faire maintenant, selon vous, quelles sont les perspectives des solutions pour mettre fin à cette guerre cette guerre nous imposée par les ennemis de la République? Que doivent faire les Congolais? D'abord, revenons au soutien de notre chef de l'État. Et vous avez dit depuis plus de 70 ans, presque pour la plupart des pays africains, 63 ans révolus pour notre propre pays, nous continuons à souffrir dans les guerres tribales, dans les guerres politiques, dans les soubresauts économiques qui fragilisent le pays. Depuis, et pour une fois, nous avons un chef d'État, qu'on le dise, nous avons un enfant de ce pays qui est indigne, j'ai dit bien, nous avons un enfant de ce pays, et j'insiste, parce que nous savons d'où il vient et qui il est et où il part. Très bien. C'est notre président de la République, je le cite, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous ne pouvez pas me dire que depuis l'indépendance, nous ayons eu un chef d'État qui ait pris conscience, qui est prêt à mourir, qui risque sa vie physique pour l'intérêt de la population de notre pays. J'aimerais bien que vous m'en citiez un. Vous êtes dans le monde. Oui. Si vous pouvez me citer qu'il y a déjà eu un autre comme ça, je vais me taire. Nous avons un chef d'État qui se bat, mais seul contre tous, et à l'extérieur, et à l'intérieur de son propre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le soutenir. Très bien. Intelligemment, politiquement, économiquement, chacun, comme vous le faites d'ailleurs, vous le soutenez. Il est là, il le soutient. C'est ça le soutien qu'on demande à tout Congolais, de soutenir notre chef de l'État, chacun là où il est, par les moyens qu'il a. Ce que nous faisons maintenant là, nous sommes en train d'éduquer notre population, qu'ils ne soient pas naïfs, qu'ils comprennent que l'enjeu est là. Chacun doit se mettre debout pour soutenir le chef de l'État dans le combat qu'il mène contre ce monstre à plusieurs têtes. À plusieurs têtes. Et surtout avec sa volonté politique. Oui. Cette lutte exige beaucoup de choses. Il y a la lutte interne. La lutte interne, c'est depuis l'indépendance. On a opposé les hommes politiques dès la naissance de notre pays. Le Momba, Kassavobo, allez, l'anarchie est partie et les autres se sont mêlés et c'est parti. C'est toujours les mêmes Belges, c'est toujours les mêmes Européens pour créer le chaos. Et un peu plus tard, ils ont provoqué la guerre
à l'Est, des gens scram. Ce sont les mercenaires qui sont venus pour déstabiliser le pays, tuer pour pouvoir faciliter l'exploitation. Ils sont allés plus loin à l'intérieur. La guerre des Baluba du Katanga contre les Baluba du Kasaï, ce n'était pas une affaire de Baluba, c'était une affaire montée de toutes pièces à partir de Kinshasa pour déstabiliser le pays. La guerre tribale entre les Luluwa et les Baluba s'est montée par les Belges eux-mêmes avant l'indépendance, parce qu'ils avaient peur de l'indépendance. Vous comprenez que la cause et les pratiques sont multiples, entrant déjà dans la division, créer les guerres tribales pour déstabiliser le pays. Ça, le chef de l'État appelle à l'unité de tous les enfants de ce pays. Mettez fin à vos querelles tribales pour travailler ensemble pour sauver notre propre pays. Monsieur Justin. Ça, c'est une chose. Nous allons plus loin pour vous montrer que la guerre que mène le chef de l'État, même sur place, elle est longue et pénible, comme a dit l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Notre propre constitution est la source même de l'insécurité, de l'instabilité de notre propre pays. Comment? Allez voir dans notre constitution des dispositions qui sont dans notre constitution qui favorisent la division des peuples congolais. Très bien. Nous étions unis, 6 provinces. Nous avons maintenant 26 provinces. C'est le résultat du tribalisme. Ces provinces-là, qu'on le veuille ou non, moi je ne suis pas dans la politique, mais j'analyse les choses. Ce sont des provinces créées sur base de tribalisme. Les uns et les autres voulaient avoir leur propre province sur base tribale. Mais allez voir, est-ce que ces provinces sont viables? Le népotisme également. Allez voir, ni économiquement, ni administrativement. Et politiquement, ils se déchirent entre eux jusqu'à aujourd'hui. Comment voulez-vous que le pays puisse aller de l'avant? Dans notre pays, dans notre constitution, dans nos lois, il est permis la création de partis politiques en désordre. Aujourd'hui, on en a 910, c'est pas plus. Mais où sont ces partis politiques? Où sont-ils? Il y a des partis de mallettes. Ça, vous le savez bien, c'est vous qui dites ça. Ce n'est pas moi. D'accord. Donc, vous comprenez le problème de la déstabilité intérieure de notre propre pays. Très bien. Nous avons laissé ouvert la création ou l'agréation des églises de toutes sortes. Mais ces églises-là et ces partis mallettes, comme vous avez dit, ce sont des sources d'infiltration des étrangers qui leur donnent de l'argent pour se soulever contre le pouvoir établi, pour travailler la psychose des populations avec l'argent qu'on obtient de ces étrangers-là. De même, les ONG qui pullulent dans notre pays, il faut voir leurs sources de financement. Ce sont les étrangers qui leur donnent l'argent pour travailler sur les populations, monter les populations contre le pouvoir établi. Et les preuves sont là. Ce n'est pas des choses à discuter. Ce qui se passe ailleurs se passe également chez nous. Donc, nous invitons nos autorités politiques de mettre de l'ordre dans la gestion politique, revoir notre constitution. Très bien. Regrouper les provinces, parce qu'il y a des provinces qui ne vivent que de rien, qui créent maintenant la confusion dans la gestion du pays. Et revoir un peu les clauses, les lois, les décrets qui créent les partis politiques. Très bien. Il faut qu'il y ait des conditions pour créer. Il faut qu'il y ait des conditions pour créer des églises. Si on met de l'ordre sur le plan social, l'ordre va venir, la société va respirer. N'entrons pas dans l'économie. Aujourd'hui, moi, j'invite les autorités
financière, la Banque mondiale. La Banque mondiale n'en prend pas, d'ailleurs ce sont des traîtres qui sont contre nous. Allez voir dans la charte de l'impérialisme. Inviter les autorités monétaires de faire beaucoup d'attention. Il y a de l'argent que les ennemis de notre pays infiltrent par des voies hors circuit bancaire à travers les sociétés financières, monétaires. Les banques qu'on a créées dans notre pays ici ne sont que des banques étrangères. Ce sont les vecteurs de transferts frauduleux des devises et des entrées fictives de l'argent qu'on distribue aux distributeurs d'argent qui sont dans les coins et qui échangent l'argent à leur taux, contrairement au taux précis par la Banque centrale. Il faut que nos autorités fassent attention de ce côté-là, parce qu'on parle de l'érosion de notre monnaie. Mais la cause, ce n'est pas nécessairement que nous ne produisons pas suffisamment pour vendre, avoir des devises. Mais il y a des ennemis qui infiltrent l'argent par les voies détournées, par des sociétés financières qui existent dans notre propre pays, qui inondent le marché avec des devises. On donne aux échangeurs, aux cambistes, tout ça, qui eux pratiquent leur propre taux en dehors de la Banque centrale. C'est une piste qu'il faut suivre et surveiller et mettre de l'ordre dans ce circuit-là. Merci. Monsieur Justin Kabongo, un mot de la fin aux téléspectateurs de l'émission Politique et Société qui vous écoutent en ce moment. Bon, fils de ce pays, j'analyse aussi la situation politico-économique de notre pays et j'aimais mes observations, j'aimais mes avis. Je crois que la lutte est dure. Et je ne cesse de dire que les autorités politiques font tout ce qu'ils peuvent faire pour cadrer la gestion de notre pays, diriger le pays. Et maintenant que nous allons vers l'issue, l'issue c'est des élections libres que nous avons clamées et réclamées. Et voilà qu'avant d'arriver aux élections libres, l'ennemi n'a pas... L'ennemi est toujours là. Et nous devons faire attention avec l'ennemi en ce moment ici, où nous allons vers les élections. Vous comprenez que à un moment donné, à la réunion de... il y avait une réunion de... ça s'appelait la conférence nationale souveraine. Il y a eu un prêtre qui est venu avec l'idée et laquelle idée a perturbé toutes les résolutions de la conférence souveraine. Et le président Mobutu a sauté sur l'occasion pour supprimer. Et aujourd'hui, c'est encore dans ces milieux-là qu'une voie jaillit d'aller vers la conciliation, vers le dialogue. Mais aujourd'hui, à 6 mois des élections, il parle du dialogue. Mais on n'est pas dupe, on n'est pas bête, on n'est pas enfant de cœur. Quel dialogue, avec qui et pourquoi? Pour quelle finalité? Donc, je voulais inviter le peuple congolais à ne pas être distrait. Très bien. L'issue est là. Donnons la chance à l'office de ce pays de diriger encore une fois notre pays pour un deuxième mandat où il va accomplir tout le travail qu'il a commencé à travers tout le territoire congolais. Le programme de 145 jours, c'est quelque chose de formidable.
si ça se réalise, même dans les territoires qui sont occupés. À Rutshuru, on est en train de travailler dans le programme de 145 jours. Allez vous imaginer ça. Mais si vous, les Congolais, vous êtes distraits, on va vous distraire avec des petites histoires des gens, et puis vous allez commencer par déstabiliser la population, créer la peur en tuant vos propres frères parce que vous sentez que vous n'avez pas la chance d'aller aux élections. Il faut tuer pour créer la psychose dans d'autres afin de camps. réclamer un dialogue. Et puis réclamer un dialogue, c'est une aberration. Le peuple congolais, réveillez-vous. Ne soyez pas distraits. Il ne faut pas vous laisser endormir parce que la chute est là. Nous allons réussir et nous devons aller ensemble. L'union fait la force. Unis, nous allons lutter contre tous ces pilleurs de nos ressources. Nous allons lutter contre tous nos ennemis. Ils vont avoir peur de nous. Donc, nous devons soutenir le chef de l'État qui renforce l'armée nationale, qui l'équipe, qui forme des techniciens dans l'armée pour pouvoir lutter efficacement contre l'ennemi. Si nous avons une armée de persuasion, personne ne viendra jouer avec nous. Donc, soyons unis derrière le chef de l'État et tous ensemble, nous gagnerons la bataille. Tous ensemble, derrière le chef de l'État, nous gagnerons, dixit M. Justin Kabongo Tounsala. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons fin à cette belle émission. Vous avez entendu M. Justin Kabongo Tounsala. Nous disons merci à M. Blaise Bokokia Sanza, coordonnateur de la RTNC 3 institutionnelle. Nous disons également merci à l'équipe technique qui nous a permis d'avoir à la réalisation plutôt de cette émission. Et là, nous disons merci à M. Justin Kabongo Tounsala. Mesdames et messieurs, merci et au revoir. Bien. Toi, Kolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki